Bonsoir à tous, rebonsoir. Une affluence conséquente qui est peut-être liée au thème de cette table ronde. Thème qui d'ailleurs avait été annoncé par le maire lui-même lors de l'ouverture des rencontres de l'avenir. Peut-être que lui-même y voit un intérêt. Alors je voudrais par contre préciser quelque chose par rapport à l'introduction du maire, puisque alors c'est vrai que j'ai commis un livre sur ce sujet qui s'appelle L'amour augmenté. Je commence par ma propre promotion, ce qui est très mal élevé, avant de faire celle de nos invités, mais c'est aussi pour expliquer pourquoi est-ce que c'est moi qui modère cette table ronde. Donc j'ai fait ce petit livre qui s'appelle L'amour augmenté il y a quelques années. Et c'est vrai que j'évoquais la question des relations sexuelles avec les robots, mais pour préciser les choses, je ne l'ai pas testé moi-même. Voilà. Et donc, je ne suis pas passé aux travaux pratiques, et donc ma connaissance de la sexualité avec les robots reste assez théorique à ce stade. Alors, peut-être que certains de nos invités, eux, ont une expérience pratique. On pourra leur demander. Virginie Giraud, qui est historienne, évidemment, et qui évoque très souvent le sujet de l'amour sur les antennes, notamment sur RTL. Et Pierre-Henri Tavoyot, bien évidemment, pilier des rencontres, l'un de mes frères de combat intellectuel, de philosophe que tout le monde connaît, bien évidemment. Pierre-Henri, je vais commencer avec toi. Parce qu'on a déjà en fait parlé de ce sujet, notamment quand j'avais... Alors, pour vous mettre dans la confidence, quand j'avais commis ce petit livre sur un sujet qui ne faisait pas nécessairement partie de mes travaux habituels, on avait envoyé des extraits à Pierre-Henri Tavoyot pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Et au fond, derrière ça, avant de parler de l'amour, mais il y a peut-être la question des valeurs. C'est-à-dire que on dit souvent que finalement notre civilisation est une civilisation très matérialiste, sans valeur, et que les jeunes en particulier ne croient plus à la politique, qu'ils ne croient plus à la démocratie, peut-être qu'ils ne croient plus à la liberté, ne croient plus à la famille, et ils ne croient plus à l'amour. Voilà. Alors là, évidemment, c'est un peu ce que dit la Vox Populi. Et toi, tu dis l'inverse. Tu dis que c'est une erreur. Tu dis qu'en fait, les jeunes ont toujours des valeurs, mais que peut-être ces valeurs ont changé, ou la façon d'exprimer ces valeurs a changé. Mais tu penses que l'amour et la famille sont toujours des choses importantes pour les jeunes? Oui, alors c'est pas que moi qui le pense, c'est instruit par toute une série d'enquêtes des sociologues sérieux, ceux qui justement enquêtent sur les valeurs, notamment en France. Vous avez Olivier Galland qui est un grand sociologue qui étudie depuis très longtemps d'ailleurs la question des valeurs des Français et des valeurs des jeunes, basée sur des enquêtes qui datent de près de 50 ans. Donc on a vraiment une vision très ancienne des choses, et très très bien instruite, avec des questionnaires, quand on regarde le détail, qui sont extrêmement élaborés, des centaines de milliers de questionnaires sur plus de 50 ans, donc c'est extrêmement robuste. Et en général, quand on demande aux gens ce à quoi ils croient, quelles sont leurs valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une valeur, c'est... Vous voyez, l'idée de valeur, c'est Nietzsche qui l'invente, d'ailleurs en critiquant les valeurs. Nietzsche invente le mot valeur pour dire que c'est ceux qui croient qu'il y a des valeurs qui sont supérieures à la vie. Et en fait, Nietzsche qui invente le mot valeur, c'est pour critiquer les valeurs, parce que pour Nietzsche, il n'y a rien qui est supérieur à la vie. Donc, défendre une valeur, croire en une valeur qui nous dit qu'il y a des choses, des idées qui sont supérieures à la vie, c'est évidemment quelque chose de tout à fait scandaleux pour Nietzsche. Donc il critique les valeurs. Mais le mot valeur, c'est justement de se dire qu'est-ce qui mérite, qu'est-ce qui fait que la vie mérite d'être vécue. Et donc, quand on interroge les Français, et même les Européens, et même dans le monde, eh bien, on s'aperçoit de l'extrême stabilité de ces valeurs. Elles sont au nombre de 3, vous allez évidemment compléter avec moi. Il y a d'abord la famille, ensuite le travail. Non, pas la patrie. J'avais envie de dire ouf. Voilà, la troisième, c'est la spiritualité. Et donc ces valeurs sont extrêmement solides, durables. Simplement, il y a malgré tout des évolutions. C'est plus la même famille, c'est plus le même travail, et c'est plus la même spiritualité. C'est plus la même famille au sens où c'est plus le même modèle de famille, disons, traditionnelle, comme on dit. C'est une famille plutôt le lieu de, en effet, l'amour, en l'occurrence, que ce soit l'amour pour les enfants, l'amour conjugal. C'est plus le même travail au sens où c'est un travail dans lequel on passe pas forcément la totalité de sa vie, mais qu'on veut être un travail épanouissant. Et c'est plus la même spiritualité au sens de l'adhésion à une culture qui tombe du ciel, mais là encore la recherche d'une forme d'épanouissement de soi. Donc les valeurs sont extrêmement solides, stables. Elles changent non pas dans leur contenu, mais dans leur manière d'être interprétées, et ce qu'on peut dire dans leur individualisation. Mais souvent on croit que l'individualisation c'est pas bien.
c'est-à-dire c'est une forme d'égoïsme. C'est là où je pense qu'il y a un vrai malentendu, y compris sur la question affective, parce que pour être un individu, il faut faire beaucoup de travail. Et surtout, il y a cette idée fondamentale que pour être un individu, on ne peut pas se construire tout seul. Voilà, c'est juste ça. Une société d'individus, c'est une société qui fabrique des individus, et ces individus doivent fabriquer de la société, c'est-à-dire fabriquer du lien. Et donc, quand on critique l'individualisme, il faut être très prudent, parce qu'en vérité, l'individualisme, le self-made man, c'est pas possible. On ne se fait jamais tout seul. Et on a besoin des autres pour se faire, et on a besoin des autres pour se construire. D'ailleurs, on pourrait faire un petit sondage dans cette salle. Voilà, je peux me permettre, tiens, je vais le faire. Après tout, pardon pour les sociologues. Qui a fait l'amour avec un robot ? Sérieux, pardon ? Qui a fait l'amour avec un robot ? Non. Pardon pour les sociologues sérieux qu'il y a dans cette salle, il y en a quelques-uns, mais qui se sent adultes dans cette salle ? Levez la main, les adultes. Voilà. Bon, il y a pas mal d'adultes. Qui se sent enfants dans cette salle. Voilà, il y a quelques enfants que leurs parents ont laissé sortir. Qui se sent jeunes. Évidemment, c'est la majorité. J'avais remarqué. Et qui se sent vieux. Bon, d'accord. Voilà. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui avaient voté plusieurs fois. Hein. Et alors, là, on pourrait poser la question, mais là, c'est une question ouverte, c'est à quel âge vous êtes-vous senti adulte ? Voilà. Donc je vous demande pas la réponse parce qu'on va pas essayer de ça, mais essayez de poser cette question autour de vous, essayez d'y réfléchir par vous-même. En général, la réponse qui vient, c'est effectivement le moment, disons, de l'autonomie professionnelle ou de la naissance du premier enfant ou un choix ou la mort des parents. Enfin, voilà, c'est toujours quelque chose qui est en lien avec de l'affectif, en lien avec du lien. Vous voyez ? Et c'est quelque chose de très profond. Ça veut dire qu'on ne se construit jamais tout seul. Pour être un individu, il faut tous les autres. Voilà. Et ça s'appelle la solidarité. Donc, il faut fabriquer du lien. Donc, c'est ce qui me fait dire que même dans une société individualiste et même dans une société matérialiste et même dans une société consumériste, en vérité, si on veut être des individus, on a besoin des autres. On a besoin d'amour. Voilà. Première réponse. Oui. Je choisis bien mes amis. Virginie, alors il y a peut-être aussi cette idée selon laquelle l'évolution de la mise en relation, je pense en particulier aux applications de rencontres, déstructure d'une certaine façon la relation amoureuse. Non seulement la change, mais peut-être la déstructure. Il y a un grand courant de sociologie un peu anticapitaliste, d'ailleurs, c'est peut-être un pléonasme. D'ailleurs, à part Gérald Bronner qui est dans cette salle, qui est le seul sociologue bon. Mais sinon, il y a quand même souvent cette idée, au fond, d'une technologisation qui est aussi une marchandisation de la relation amoureuse, qui serait quelque chose de nécessairement néfaste en soi et qui générerait, d'ailleurs je crois que c'était le titre d'un livre d'Eva Illouz, de La fin de l'amour, je crois qu'elle a écrit ce livre-là. Qu'est-ce qu'il faut en penser au regard de l'histoire ? Est-ce que déjà, est-ce que l'amour n'a pas toujours été aussi malléable en fonction d'un certain nombre d'évolutions technologiques ? Par exemple, je sais pas, les petites annonces au 19e siècle, hein, ça existait, je crois, dès le début du 19e siècle. Peut-être que déjà on disait que c'était un tue-l'amour, j'en sais rien. Et puis, finalement, est-ce que l'amour n'est pas suffisamment fort pour être quelque chose qui ne va pas plier comme ça sous les coups de butoir éventuels des technologies ? Alors, les sites de rencontres qui sont très nombreux aujourd'hui, qui nous occupent beaucoup depuis environ 15 ans, n'ont pas vraiment changé nos relations, notre façon de rentrer en contact avec l'autre. Ça a juste renforcé des pratiques qui existaient déjà depuis extrêmement longtemps. Ça fait 15 ans que je travaille sur l'histoire de la sexualité. J'ai lu énormément de textes venant de tout un tas de personnes différentes, des gens riches, des gens pauvres, des nobles, des paysans, des artisans. Et je me suis rendu compte que l'amour est la grande affaire de tout le monde, mais vraiment tout le monde. Que ça se passe bien ou mal, que ce soit frustrant ou absolument formidable, tout le monde ne pense qu'à ça tout le temps. C'est quelque chose qui nous... Il y en a qui rient, qui se reconnaissent. Donc c'est quelque chose qui, au moins dans notre fort intérieur, nous occupe extrêmement longtemps. Donc le fait de rencontrer divers partenaires sexuels pour en tomber amoureux ou pour en jouir un soir ou un peu plus longtemps est quelque chose qui est extrêmement ancien, je pourrais même pas le dater, il faudrait sans doute remonter aux époques de la caverne. Donc c'est quelque chose d'absolument courant. Ce qu'on fait... Je m'arrête là-dessus parce que c'est très important, parce qu'une critique
que d'ailleurs je trouve une critique assez épouvantable d'ailleurs, mais une espèce de critique morale que l'on fait aux applications de rencontres, c'est ça multiplie les aventures d'un soir. Je vais y venir, justement. Donc, voilà. Oui, ça c'est vrai. Bon, moi, je ne sais pas s'il faut porter un jugement moral là-dessus, mais ce que tu Moi, dis, je ne c'est porte que c'est pas pas de jugement. nouveau, quoi. Non, c'est pas nouveau. Si on lit Ovide, qui est le plus grand poète de l'Antiquité romaine, il a quand même écrit L'Art d'aimer, dont le propos est comment trouver des partenaires sexuels. Évidemment, il l'a pas écrit en ces termes, puisqu'il s'agit de trouver l'amour, joli vernis, pour en fait assouvir ses pulsions. Donc, ce qu'ont fait les sites, c'est exactement ce que tu disais, Nicolas, ça a favorisé ce qu'on appelle le hooking, le partenaire d'un soir. Donc, en fait, il faut savoir que si vous vous inscrivez sur un site de rencontre, alors c'est horrible ce que je vais vous dire, mais si vous êtes un homme autour de la quarantaine, que vous êtes assez beau et que vous avez un bon statut social, vous allez avoir à peu près qui vous voulez dans le panel des jeunes femmes. Pour les femmes, si vous avez passé 35 ans et qu'en plus vous êtes éduquée et indépendante financièrement, alors pour vous c'est la fin, vous n'intéresserez plus les hommes. Donc vous voyez qu'il y a quand même une asymétrie qui est assez terrible, et sur les sites de rencontres, seulement 20 à 30% des hommes captent 100% des femmes. Vous voyez que c'est un marché extrêmement concurrentiel. Mais néanmoins, pour en revenir à cette pratique du hooking, si vous rentrez en contact avec une femme, messieurs, sur un site de rencontre, sachez que si vous la rencontrez, vous aurez 60% de chances de passer au lit le premier soir. C'est ce qu'on appelle le hooking, et effectivement, les sites de rencontre favorisent cette pratique. Tout simplement parce que quand on va sur un site de rencontre, on sait ce qu'on vient chercher. Évidemment, beaucoup de gens vont rechercher le grand amour, le partenaire parfait. D'ailleurs, on coche plein de cases pour essayer de trouver le partenaire idoine. Il faut qu'il ne fume pas, qu'il boive occasionnellement, qu'il aime la nourriture asiatique et qu'il soit de la même classe sociale que vous, puisque ça renforce l'endogamie. Donc on continue à chercher des partenaires qui sont en réalité très proches de soi. Si vous allez sur certains sites comme Happn, je crois, vous avez même des gens qui sont dans votre périmètre. Tinder vous permet aussi de chasser des proies qui sont très proches de vous. Donc en réalité, le lien ne se délite pas, il ne fait que renforcer des choses qui existent déjà. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui, dans le climat de liberté sexuelle dans lequel nous vivons, car oui, nous vivons une époque très libre, quoi qu'on en dise, ont envie aussi de satisfaction sexuelle, rapide, parfois sans engagement. Évidemment, est-ce que c'est grave? Absolument pas, du moment qu'on est honnête avec son partenaire. C'est pas la peine de laisser miroiter le mariage le premier soir quand on a juste envie de passer 2 heures ensemble, c'est certain. Donc, c'est plutôt quelque chose d'assez sympathique du moment qu'on sait ce qu'on cherche. Et puis, il suffit de s'inscrire sur le bon site. Je vais vous faire une confession coupable, j'ai travaillé pour le site Gliden. Donc, j'étais consultante pour ce site de rencontre de femmes. Faut expliquer. Oui, c'est ce que je veux dire. Donc, Gliden, vous avez peut-être vu les affiches, c'est sorti il y a peut-être un peu moins de 10 ans. C'est un site de rencontre extra-conjugale pensé par les femmes pour les femmes. Eh bien, évidemment, les villes qui comptent le plus d'abonnés sont les 3 plus grandes villes de France, donc Paris, Lyon, Marseille. Savez-vous quelle est la 4e ville de France qui compte le plus d'abonnés? Saint-Raphaël. Je vois monsieur le maire qui se crie. Que le maire avait oublié de dire en introduction des rencontres de l'année. Ce n'est pas votre ville, je suis navrée. Une autre proposition? C'est Versailles. C'est la ville où on divorce le moins, enfin ne soyez pas surpris, c'est une ville extrêmement catholique, donc si on ne divorce pas, on trompe son conjoint. Donc oui, les sites de rencontres favorisent aussi les relations extra-conjugales qui ont toujours existé. Mais à la rigueur, pour les Versaillais, j'ai envie de dire, c'est mieux plutôt que de sortir avec la femme de votre voisin, vous allez chercher une jeune femme parisienne tout à fait charmante qui va pas vous embêter et qui vous laisse rentrer chez vous le soir. Donc au final, peut-être que ça fluidifie un petit peu les relations entre les gens. Pierre-Henri, cette liberté cette plus grande liberté qui est permise par la technologie, c'est un problème? Non, alors si on prend un peu de recul, là aussi, pas simplement historique, mais philosophique, c'est vrai qu'après il faut entendre ce qu'on entend par amour, c'est les définitions, c'est donc sexualité, amour, les choses sont pas totalement déconnectées, soyons clairs, mais ce qui est en jeu, c'est alors, je vais refaire le petit couplet habituel. Traditionnellement, on distingue 3 amours. C'est très intéressant en même temps et c'est très profond. Le premier, c'est Eros, le second, c'est Philia, et le troisième, c'est Agapé. Alors, si on veut les résumer très simplement, Eros, c'est « je te veux ». Voilà, je veux te consommer. Je veux te consommer à partir de l'idée d'un manque. C'est ainsi que
Platon définit Eros. Eros est un manque, et donc Eros c'est la frénésie de la satisfaction, mais qui est aussi d'une certaine façon une promesse de malheur, puisqu'une fois qu'on a consommé, bah voilà, il n'y a plus rien, c'est fini. Donc je te veux, une fois que je t'ai, plus grand-chose. Deuxième dimension, c'est la dimension de philia. Philia, pour avoir une formule qui la résume bien, c'est traduit par amitié chez les Grecs, mais c'est Aristote qui est le plus grand penseur de la philia. Mais amitié est un peu réductible. C'est l'idée que je suis heureux à la pensée de ton existence. Philia, on l'éprouve quand on se promène dans la rue, on voit son ami, ah, t'es là, ça me remplit de bonheur. Ou même simplement à la pensée de ses enfants. Ils existent quelque part, ils sont pas forcément là, mais voilà, c'est le bonheur. Philia, c'est exactement ça. C'est pas la possession, c'est pas la consommation, c'est vraiment l'idée qu'une présence dans l'univers nous comble, en un sens. Le troisième amour, c'est agapé. Alors c'est un concept inventé par les chrétiens qui pourrait être résumé par une autre formule. Je te laisse respirer, je te laisse souffler, je te laisse de la place. Agapé, si je prends 30 secondes pour montrer d'où ça vient du point de vue de la théologie, c'est extrêmement, là aussi, intéressant. C'est le vieux problème de savoir pourquoi Dieu a créé le monde. Si Dieu est un être parfait, oui, si Dieu est un être parfait, s'il a toutes les qualités, pourquoi diable, si je puis dire, a-t-il eu l'idée de créer un truc à côté de lui ? La perfection, c'est le fait de se suffire à soi-même. Donc pourquoi Dieu a-t-il eu besoin de créer le monde, qui en plus, soit dit en passant, en termes de perfection, c'est quand même un peu limite. Donc pourquoi est-ce que Dieu a-t-il renoncé à sa perfection pour créer le monde ? Donc ça, c'est l'objection de la plupart des philosophes qui disent c'est absurde, la création, l'idée même de création est absurde, c'est ce que dit Spinoza. La seule solution à ça, c'est que Dieu c'est le monde. Deus sive natura, dit Spinoza, Dieu c'est la nature, c'est-à-dire que Dieu n'a pas pu créer la nature puisque Dieu est parfait. À ça, les chrétiens, ou avant eux les juifs, répondaient par la théorie du Tzimtzum ou de la kénose, qui consiste à dire que Dieu est tellement parfait, tellement puissant, tellement capable, qu'il est aussi capable de renoncer à sa propre perfection. Voilà. Mais pourquoi diable aurait-il fait ça ? Pourquoi est-ce que Dieu parfait aurait-il renoncé à sa perfection pour créer quelque chose à côté de lui ? Réponse des chrétiens, par amour. Par amour. Et l'image qui vient ici est une image très profonde tout de suite, qui consiste à dire, eh bien, Dieu est comme un bon, alors père, mais on dirait aujourd'hui un bon parent. Pour un petit bébé, les parents, c'est tout. C'est l'absolu. Mais si on veut faire grandir nos enfants, il faut progressivement qu'on leur laisse de la place. Et au fur et à mesure que nos enfants grandissent, il faut que nous, on rapetississe. Hein. C'est l'histoire de la blague juive. Vous savez, c'est quoi un pull-over juif ? C'est un pull-over que tu dois mettre quand ta mère a froid. Eh bien, il faut à un moment donné s'arrêter là-dessus, si vous voulez. Il faut arrêter ça. Il faut justement laisser de la place aux enfants pour qu'ils grandissent et même accepter que, disons-le un peu trivialement, que nos enfants nous considèrent comme des vieux cons. Voilà. C'est très sain, ça. Des vieux connes, soyons paritaires. Hein, voilà. Soyons clairs. Mais c'est vraiment l'idée que nous devons devenir peut-être haïssable ou détestable à un moment donné, pas toujours, hein, pas être maso non plus, pour que justement nos enfants acceptent de sortir de notre giron. Vous voyez, c'est une promesse d'amour qui dit, bah, évidemment, je renonce un peu à moi. Donc vous avez trois amours ici, et ces trois amours sont tous les trois problématiques, en fait. C'est pour ça que c'est compliqué l'amour, et c'est pour ça que c'est passionnant, qu'on adore ça. Je te veux, oui, mais une fois que je t'ai, je te veux plus. Je me réjouis de ta présence, d'accord, mais si t'es plus là, si tu meurs, je souffre. Je veux bien te laisser de la place, mais au risque de disparaître. Et si je ne suis plus là, s'il n'y a plus rien, bah, il n'y a plus d'amour. Donc, vous voyez que tous ces amours-là nous vouent en même temps au bonheur le plus absolu et en même temps au bonheur le plus tragique. Et donc, il a fallu trouver des solutions. Donc, dans l'histoire de la pensée, de la philosophie, des sagesses, il y a trois solutions principales à ces dilemmes de l'amour. La première solution, je prends encore 15 secondes, hein. La première solution, c'est de dire désattachons-nous, départissons-nous de ces liens. C'est la phrase peut-être admirable, mais aussi abjecte d'Épictète, qui dit « Qu'est-ce qui t'empêche, quand tu embrasses ton enfant, de murmurer par-devers toi « Demain, il va mourir ». Waouh! Oui, d'accord, mais quelle sagesse faut-il pour ça ?
Donc le désattachement, c'est-à-dire avoir conscience tout le temps que les liens sont fugaces, sont futiles, sont périssables, et donc aimer, oui, mais en ayant toujours en soi la conscience du tragique. J'aimerais être comme ça, mais à mon avis, c'est trop sage pour moi. Deuxième attitude, on va dire la réponse nietzschéenne, c'est l'intensité. Allez-y, jouissons sans entrave, vivons sans temps mort, il faut profiter du vivant parce qu'il n'y a que la vie, il n'y a que l'ici-bas, et donc jouissons de tous les liens qui se présentent, usons-les jusqu'à la corde parce qu'il n'y a qu'une vie, et donc profitons de la vie. Et puis il y a une troisième solution. Alors cette solution est possible. Je pense qu'aussi ça correspond à des moments de vie. Il faut bien avoir aussi l'idée qu'aucune de ces solutions n'est totalement fausse ou totalement vraie. Il y a des moments où on a envie de jouir de la vie. Voilà, ça existe, c'est possible, et c'est peut-être même souhaitable. La troisième réponse, c'est ce qu'on peut appeler le lien salutaire, c'est-à-dire de se dire il y a un lien qui mérite d'être cultivé. Tous les liens sont mortels, sont périssables, il faut s'en méfier, mais il y a peut-être un lien qui mérite d'être cultivé. Et ça, c'est une solution là aussi qu'on trouve dans les religions, c'est-à-dire le lien avec Dieu mérite d'être cultivé parce que Dieu étant éternel, on risque pas d'être déçu. C'est ce que disait Sœur Emmanuel jadis, dans son vocabulaire toujours admirable, qui disait oui, on m'admire beaucoup, on me dit oh mais c'est formidable, vous faites de l'humanitaire. Elle dit mais moi, en fait, je sais, je suis amoureuse d'un mec. Le plus beau, le plus grand que j'ai jamais rencontré. Il s'appelle Jésus. J'ai été déçu par plein de mecs. Celui-là, je le trouve top. Et en plus, il va pas me décevoir. Donc, je fais tout ça uniquement par amour pour un mec. Donc, je cultive un lien au détriment de tous les autres. Enfin, peut-être pas au détriment d'ailleurs de tous les autres. Ça peut être le cas. Je veux dire, l'ermite qui va dans son désert, il va cultiver un seul lien, puis en général, 4 mois après, il revient, il est complètement barjot. Mais plus profondément, je cultive un lien et ça me permet d'organiser tous les autres. Ça me permet de structurer tous les autres. Ça, c'est la religion, mais on pourrait peut-être dire aujourd'hui que c'est notre quotidien. C'est-à-dire qu'on se dit, il y a des liens qui méritent d'être cultivés. Voilà. Avec notre conjoint, nos enfants. Et ces liens nous organisent nos vies. Ils structurent nos vies, structurent tout le reste. C'est au nom de ça qu'on peut effectivement organiser nos existences et peut-être plus profondément leur donner du sens. Donc ça, c'est quelque chose d'assez neuf, qui est ancien aussi, mais c'est neuf au sens où ça se déconnecte de la religion. Je trouve que, en effet, à partir du moment où on a cette analyse, c'est une folie de dire que nous vivons de la fin de l'amour. C'est presque le contraire. Oui, mais c'est aussi la thèse. Alors là, je sors du champ philosophique, mais je vais dans le champ historique. Mais Virginie va réagir à tout ce que tu as dit. Mais c'est aussi d'une certaine façon la thèse de Luc Ferry qui sera là demain matin et d'Elisabeth Badinter aussi. Donc Luc Ferry qui évoque plutôt les liens amoureux, Elisabeth Badinter qui évoque plutôt les liens filiaux, mais qui explique qu'en réalité, l'amour, le vrai amour, l'amour de nos conjoints, l'amour de nos enfants, est quelque chose qui est en grande partie construit et qui est très récent dans l'histoire de l'humanité. Et le livre d'Elisabeth Badinter, dont le nom m'échappe, mais c'est l'un de ses L'amour livres. en plus. L'amour en plus, merci, voilà. C'est l'un de ses plus grands livres, je crois. Il a dû sortir à la fin des années, au tournant des années 80 ou des années 90, quelque chose comme ça, qui, à mon avis, d'ailleurs, début des années 80, et je pense l'un des livres, d'ailleurs, les plus importants presque de cette décennie. C'est un livre absolument extraordinaire, mais elle explique bien, avec une documentation historique extrêmement fournie, que l'amour des enfants est quelque chose qui est incroyablement récent. Virginie, je te laisse réagir à ça, et puis évidemment à ce qu'a dit Pierre-Henri. Donc à la fois sur le plan historique et sur le plan philosophique. Alors, effectivement, définir l'amour est essentiel pour pouvoir en parler. Donc, tu as donné une très belle définition philosophique, et je vais prendre le pendant scientifique. L'amour a les mêmes effets et les mêmes causes depuis l'Antiquité. Quand on regarde les poètes antiques, on voit très bien que lorsqu'ils décrivent le sentiment amoureux, ils décrivent ce que l'on ressent, nous. C'est-à-dire, quand on tombe amoureux, l'autre devient quasiment une obsession au départ. On ne pense qu'à lui, on a envie d'être avec lui. Vous vous souvenez, quand vous tombez amoureux, vous ne mangez plus aussi. Vous perdez l'appétit, vous dormez mal. Eh bien, tout ça, en fait, c'est dû à des hormones et à des neurotransmetteurs qui explosent dans notre cerveau. Donc, l'amour est quelque chose de très chimique. Donc, c'est un mélange de dopamine, de sérotonine, de noradrénaline, d'ocytocine et de plein d'hormones dont je ne connais pas le nom, donc j'ai mal retenu. Mais toujours est-il que c'est un feu d'artifice qui fait que ça déclenche le même genre d'addiction que la drogue. Et si vous investissez ce lien avec l'autre, s'il se construit petit à petit, ces taux d'hormones vont retomber pour retrouver leur norme, leur niveau normal, au bout de 3 ans. C'est pour ça qu'on dit que l'amour dure 3 ans.
C'est pour ça que beaucoup d'entre vous ont eu des relations qui ont duré entre 2 et 4 ans dans leur vie. C'est à peu près normal. Par contre, quand ça dure plus longtemps, c'est que le lien a été investi et que petit à petit, l'hormone qui prend le plus de place dans votre cerveau par rapport à votre conjoint, c'est l'ocytocine, l'hormone dont l'un des rôles est l'attachement. Donc, pour faire durer l'amour, il faut faire l'amour, déjà, il faut jouir, ça c'est une bonne nouvelle. Et il faut aussi faire des câlins à l'autre, parce que ça aussi, ça déclenche l'ocytocine, il faut être attentif à l'autre, il faut passer des bons moments ensemble, donc quelque part, il faut cultiver le lien amoureux, ce qui est un travail quasiment à plein temps. Et comme le disait mon vieux professeur de sexologie, Jacques Weinberg, qui s'est formé aux États-Unis avec William Masters et Virginia Johnson, donc vraiment avec les pères fondateurs de la sexologie, il disait donc être un bon amoureux, être dans une relation qui marche, c'est une question de luxe et d'espace. Donc je rebondis sur ce que tu disais sur l'espace. Pour cultiver le désir, pour cultiver l'amour, il faut aussi se laisser de la place. Donc est-ce que l'avenir de l'amour, ce n'est pas se dire, mais c'est une question de luxe, avoir un appartement suffisamment grand pour avoir chacun sa chambre et sa salle de bain, ou vivre dans 2 appartements qui ne seraient pas très éloignés l'un de l'autre. C'était la solution de Sartre et Beauvoir, notamment. C'est la solution de Catherine Robbe-Grillet, de sa compagne Beverly Charpentier. Donc ce sont des solutions qui semblent marcher quand on peut le faire. Parce que du coup, retrouver son conjoint devient à nouveau une rencontre. Et quand l'autre n'est pas une évidence, quand vous ne le croisez pas en permanence, eh bien, il y a la nécessité de le charmer à nouveau, à chaque fois que vous vous voyez. Et puis, il n'y a rien de plus usant pour un couple que la routine. Ça a plein de bons côtés aussi, il y a plein de côtés magnifiques. Mais quand on peut s'offrir ce luxe de l'espace et du temps, eh bien, on cultive généralement de belles relations. Et puis, quand on vieillit aussi, et qu'on apprend une certaine sagesse, celle des stoïciens, celle d'Épictète que tu citais, eh bien, une fois qu'on a compris que ce lien ne serait pas toujours pérenne, finalement, on le soigne un peu plus, peut-être pour qu'il dure longtemps, pour l'apprécier tel qu'il est. Et peut-être que c'est là qu'on apprend à tomber vraiment amoureux et qu'on fuit ce sentiment de passion qui est plus proche de l'éros, qui est souvent un feu de paille, et qu'on rentre dans ce qui est le véritable sentiment amoureux et qu'on commence à se dire que être avec l'autre est un plaisir que l'on peut cultiver indéfiniment. Alors, on peut en effet vivre dans des appartements séparés. C'est peut-être un peu aussi, quelque part, l'idée de l'agapé dont parlait Pierre-Henri, c'est-à-dire laisser... Tu me corrigeras, bon, enfin, l'idée de laisser de la place. Ceci dit, quand j'ai fait l'amour augmenté, j'ai lu la correspondance de Sartre et Beauvoir, et c'était quand même absolument abominable, en fait, parce que, pour le dire très clairement, c'était l'oppression de Sartre sur Beauvoir. Et il y avait quand même énormément... Enfin, moi, j'étais vraiment terrifié par cette lecture que je connaissais pas et que j'ai trouvé absolument épouvantable pour Simone de Beauvoir. Et notamment le fait que, finalement, ce couple avait théorisé, j'y reviendrai tout à l'heure, d'ailleurs, le polyamour ou la liberté sexuelle totale. En fait, d'après ce que dit Simone de Beauvoir, en tout cas, se traduisait surtout par le fait qu'elle lui cherchait des jeunes femmes qu'elle amenait dans son lit. Donc, c'était pas une relation... Ça s'appelle la stratégie de gardiennage du partenaire. Alors, je n'avais pas ce vocabulaire scientifique, mais en tout cas, ça m'avait laissé une impression assez oppressante et assez éloignée de l'idéal théorique qu'il décrivait. Alors tiens, justement, parlons-en maintenant. Le polyamour, c'est un terme qui est très, très à la mode. Donc le polyamour, alors peut-être que tout le monde ne connaît pas et voire ne pratique pas. L'idée du polyamour, c'est de dire au fond, mais pourquoi le couple ? Voilà, pourquoi le couple ? Après tout, on peut parfaitement être amoureux de 2, 3, 4, 5 personnes, et puis la personne en face peut être amoureuse aussi de 2, 3, 4, 5 personnes. Alors faisons, pardonnez-moi pour l'impropriété en français, mais faisons un couple à 3 ou 4, parce que comme ça, ce sera beaucoup mieux. Alors c'est une théorie aussi qui est assez en vogue, mais je voudrais vous faire réagir à ma propre analyse, notamment Virginie. Moi, je n'y crois pas du tout, c'est ce que j'avais développé dans mon papier. Je n'y crois pas pour beaucoup de raisons, et notamment par une raison que Gilles Lipovetsky avait formidablement décrite dans peut-être le Bonheur paradoxal. C'est dans le Bonheur paradoxal qu'il avait fait. C'est toi qui m'avais fait lire ce livre. Il y a un chapitre sur le sexe, je crois, dans ce orgie livre. hard et sexe. C'est ça, voilà. Sexe et dans lequel il donnait sexe sage. un argument que je trouve simple mais incroyablement puissant. C'est l'argument selon lequel l'amour, c'est donner une exclusivité à l'autre. Donc le polyamour ne peut pas exister, puisque l'amour ne peut se vivre qu'en couple, puisqu'on ne peut donner l'exclusivité
qu'à une seule personne. Et d'ailleurs, j'ai souvent remarqué dans le polyamour que souvent, ça venait d'une personne, mais que l'autre voulait pas. Et donc ça marchait pas très bien en pratique, et que le polyamour devenait assez rapidement la séparation du couple. Les histoires du polyamour finissent mal. En général. Quasi, en fait, tout le temps, ouais, c'est ça. Et c'était corroboré par les statistiques que j'avais trouvées, alors qui sont forcément imprécises, mais qui montraient que cette vague du polyamour qui doit, en théorie, tout emporter, parce que finalement c'est notre monde, qu'on veut tout de suite, qu'on est en capacité de consommer tout de suite, qu'on est en capacité de changer d'opinion politique tout le temps, et que l'amour c'est pareil, au fond. Et donc le couple ne peut pas tenir, voilà, parce qu'on ne sait plus vivre comme ça. Enfin, le polyamour doit concerner à peu près 2% des gens, donc ça n'est pas la vague que certains théoriciens nous promettent. Voilà, je vous laisse réagir. Peut-être, enfin, vous deux évidemment, mais Virginie, sur le plan historique, c'est-à-dire est-ce qu'on voit une montée du polyamour, ou est-ce qu'il y a des vagues de polyamour voilà, j'en sais rien. Et puis Pierre-Henri, évidemment, sur le plan philosophique. Oui, tout à fait. On voit depuis quelque temps une mode du polyamour, tout simplement parce que les médias en parlent énormément et que c'est en vogue chez les jeunes. Non, mais une mode dans les discussions ou dans les faits? Visiblement, d'après les statistiques, il semblerait que les jeunes urbains soient très enclins à tenter le polyamour. Or, comme tu le disais, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un échec systématique parce que très peu de personnes, en réalité, ont une capacité à aimer, et je parle bien pour le coup du sentiment amoureux, ce dont je vous parlais, hein, ce sentiment qui vous bouleverse, qui vous coupe l'appétit. Ça, c'est orienté vers une seule personne. Même si c'est sur un temps court, vous ne pouvez pas éprouver ce sentiment pour plusieurs personnes simultanément. Après, on peut avoir plusieurs partenaires, mais j'y reviendrai. Donc cette vague de polyamour est vouée à l'échec de la même manière que tous les groupes sociaux des années 70, 60, 70, 80 qui ont tenté les relations libres, notamment dans les groupes hippies de Californie, ont tous échoué. Parce que dès lors qu'on tombe amoureux, vous ne voulez plus que votre partenaire aille coucher avec tous les copains. Donc, c'est quelque chose qui est retenté régulièrement depuis la libération sexuelle, et à chaque fois, on ira vers des échecs. Donc ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Quelle était la suite de la question déjà? Donc, du coup, c'est toi qui oui. dire, tu fais une différence, d'après ce que j'ai compris, entre le polyamour oui, et voilà, le fait ça. Ouais. Et le libertinage. En fait, aujourd'hui, le polyamour, c'est le nom mignon que l'on va donner au libertinage. Sauf que le libertinage avait des valeurs nobles. Donc le libertinage va naître en France au XVIIIe siècle. C'est d'abord un affranchissement des préceptes moraux de l'Église qui vont permettre d'avoir un esprit critique davantage aiguisé et donc, par définition, d'accéder à une sexualité plus libre, vu qu'on ne ressent plus le poids moral de l'Église sur ses pratiques sexuelles. Alors évidemment, il y a un aspect ludique. On a vu qu'en France, à partir des années 60, il y avait une frange de la population qui s'est adonnée au libertinage. Donc ça a donné des espaces dédiés à cet effet, ça a donné le Cap d'Agde, ça a donné les clubs qu'on qualifie d'échangistes, des clubs pour adultes. Ce sont des lieux où régnait, parce que tous ces lieux sont en train de disparaître, c'est plus à la mode, tous ces lieux étaient des lieux qui étaient dédiés au plaisir tout à fait libre, il n'y avait pas de jugement sur les sexualités, encore que si on gratte, il y a des choses qui n'étaient pas permises à certains endroits. Mais surtout, dans ces lieux, les femmes étaient reines. Le désir des femmes était absolument central. Un homme sait que dans un club échangiste, s'il fait des avances à une femme et qu'elle dit non, il n'insiste pas. Une autre voudra plus tard, pas de problème. Donc, il n'y a pas d'agression sexuelle dans ce genre d'endroit. Les hommes sont extrêmement respectueux des femmes. Or, dans le polyamour, il y a une espèce de fiction où on va se dire, je peux t'aimer toi, puis aujourd'hui c'est toi, puis demain c'est toi, puis au bout d'un moment, ça va mal se passer parce que des jalousies vont nécessairement se créer. Puis même moi, admettons, vous avez plein d'autres partenaires, peut-être que c'est moi qui vais pas être très contente. Donc peut-être qu'il faut revenir à des fondamentaux, enlever ce vernis de l'amour qui est extrêmement hypocrite et se dire, on a des sex friends et le contrat de sex friend est très clair, on est amis, il y a du sexe et c'est tout, il n'y a pas d'engagement. L'amour implique nécessairement dans nos têtes, même de manière inconsciente, une forme d'engagement émotionnel vis-à-vis de l'autre. Et c'est pour ça que toutes les expériences de polyamour vont échouer.
malheureusement, on s'aperçoit que les jeunes gens qui s'adonnent aujourd'hui au polyamour finissent très fréquemment dans les cabinets des psychologues et des sexologues parce qu'ils sont excessivement malheureux. Et comme tu le disais, généralement, c'est un des membres du couple qui l'impose à l'autre, qui va se forcer parfois à avoir d'autres partenaires sexuels pour donner le change à l'autre qui est libre. Et au final, on se fait extrêmement mal. Donc il faut revenir à une certaine sagesse qui est encore une fois philosophique, c'est que lorsqu'on rentre dans une relation amoureuse, il faut passer un contrat. Alors soit on est très au clair avec ça et on le verbalise, le contrat de notre relation c'est l'exclusivité, c'est on a le droit d'avoir d'autres partenaires mais on se tait, ou alors on fait du Sartre et Beauvoir, on a le droit d'avoir d'autres partenaires, on se raconte tout, là on va se faire mal, mais on écrira des beaux livres. Bon, pourquoi pas. Mais l'idée est d'être fondamentalement honnête dans ce que l'on recherche et puis accepter aussi de dire si le contrat ne me convient pas, je quitte la relation. Mais ça demande encore une fois peut-être être capable de se comporter en adulte. Pierre-Henri, non mais juste, avant de te laisser réagir, je voudrais compléter. Au fond, tu parlais d'Olivier Galland tout à l'heure. J'avais regardé évidemment les sondages, les études qu'il a réalisées, parce que je m'interrogeais beaucoup sur la question de la fidélité versus infidélité. Ça va faire le lien, je pense, de toute façon, avec ce que tu voulais dire. Quand on regarde les sondages sur l'infidélité, on voit une montée de l'infidélité. Ça, c'est clair. Mais ce qui est normal aussi, parce que l'infidélité est proportionnelle à la durée de vie. Je pense que quand le mariage civil il est instauré en 1780, je crois, quelque chose comme ça, c'est un acquis révolutionnaire. Voilà. Et donc l'espérance de vie, je fais un calcul rapide, mais l'espérance de vie au mariage devait être de l'ordre de 10 ans à peine, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, même pas, ouais. Aujourd'hui, l'espérance de vie... C'est ça, le roi Ladurie disait ça, c'est qu'un mariage c'était 10 ans. Oui, c'est ça, donc aujourd'hui ça doit être 40-50 ans, donc il est normal qu'en 40 ou 50 ans, évidemment, la fidélité soit beaucoup plus fréquente que sur 10 ans. Mais quand on regarde les enquêtes d'Olivier Galland, ça m'avait passionné, en fait, quand on demande aux jeunes, quelles sont leurs principales valeurs dans le couple, en 1, ils mettent la fidélité. Alors moi, j'en avais déduit que l'infidélité montait, mais que les gens ne voulaient pas être infidèles, qu'ils étaient infidèles malgré eux, mais qu'il y avait, à tout le moins, encore une culpabilisation de l'infidélité. C'est-à-dire que ça n'était pas un idéal, au fond. Et l'idéal, ça restait, alors pardonnez-moi, l'expression n'est peut-être pas très heureuse, mais le couple traditionnel. Oui, ça c'est très très surprenant quand on regarde les valeurs des jeunes. C'est que les deux valeurs en pointe, c'est effectivement l'autorité et la fidélité. C'est-à-dire que c'est vraiment une rupture totale avec la génération 68. L'autorité est une valeur. Alors c'est pas la même autorité en même temps. C'est pas exactement non plus la même fidélité. C'est pas. Mais je pense que tout ça nous fait un pas de plus. C'est vraiment aussi d'envisager l'amour de manière dynamique. C'est-à-dire ce que tu disais, ce que vous disiez tous les deux, c'est que effectivement c'est beaucoup de boulot, c'est un plein temps l'amour, et un plein temps alors même qu'on en a de moins en moins, c'est-à-dire qu'on est pris par la frénésie de la vie, tout va beaucoup plus vite, alors que effectivement sur ces questions de relations, de liens, nous devons passer beaucoup plus de temps, et alors même d'ailleurs en plus que les identités de sexe ou de genre, comme on dit aujourd'hui, on va évidemment y venir aussi, sont des identités qui sont devenues beaucoup plus malléables et flexibles. C'est-à-dire que nous avons, quand on est garçon ou quand on est fille, un registre d'être garçon ou d'être fille beaucoup plus vaste que par le passé. Voilà. Mais du coup, ça crée des tensions dans les relations, parce que quand je suis face à une fille, je dois comprendre très très vite quel type de femme ou de fille j'ai en face de moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en jeu, puisqu'il y a plein de registres. Est-ce que c'est la femme autoritaire indépendante? Est-ce que c'est la femme séductrice? Est-ce que c'est la femme qui est neutre, qui veut l'égalité? Et donc, il y a des grands points d'interrogation, alors que jadis, les rapports étaient assez, au fond, simples. C'est pas du tout une nostalgie, je trouve qu'on a gagné en liberté, mais cette liberté-là est la source de beaucoup de conflits entre les différentes identités, parce qu'il faut avoir un travail. Alors, vous voyez, en philosophie, on appelle ça le travail de l'herméneutique. L'herméneutique, c'est la lecture et l'interprétation des textes sacrés. Mais ça vaut aussi pour l'interprétation de ce que les autres sont en train de nous dire. Il faut être ultra attentif. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Quel type de rapport veut-il instaurer? Et donc, ça crée des malentendus.
ça crée des conflits. Et on devrait passer beaucoup plus de temps à lire ça, alors qu'on en a de moins en moins. Dans la vie professionnelle, tout va hyper vite. Et donc, voilà, les relations deviennent extrêmement incertaines. Beaucoup de malentendus, et donc on se dit, j'ai cru que cette personne voulait séduire. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. J'ai cru que cette personne voulait être autoritaire. Pas du tout. C'était autre chose. Et donc on se trompe. On crée des conflits. Avec toujours cette formidable liberté. C'est-à-dire on a la possibilité. Ça, c'est une première difficulté. Et puis la deuxième difficulté, c'est la construction de soi. C'est-à-dire que construire un couple, c'est du boulot et il faut accepter de passer. Moi, c'est sur quoi j'avais travaillé la question des âges de la vie. C'est que il faut entrer dans l'âge adulte, dans les différentes phases de l'âge adulte, puis après, éventuellement, dans les phases de la vieillesse, différentes phases de la vieillesse, même si ce mot devient aujourd'hui un peu problématique. Et donc, il faut le construire au long terme. Il faut s'adapter, on n'est pas les mêmes à 18 ans qu'à 50, qu'à 60, qu'à 70, etc. Les choses évoluent. Et donc, c'est du coup difficile, parce qu'on peut se sentir très bien. Vous voyez, très typiquement, le moment de la retraite, c'est un moment terrible, puisque chacun on dit la retraite c'est génial. Ah non, c'est pas génial, on a Bobonne à la maison. Et Bobonne a le mari à la maison. C'est très très chiant. On a l'habitude d'avoir la place, on n'a plus de place. Et donc, du coup, beaucoup de divorces. À un moment de la retraite, on fait des choses extraordinaires au moment de la retraite. Chacun sait juste à terme, mais que le confinement on a des statistiques dans certains pays, en Chine notamment, les confinements ont été marqués par une hausse des divorces. Des divorces, oui. Et donc, du coup, voilà, à la fois cette dimension de flexibilité des identités au sein des couples, homme-femme, homme-homme, femme-femme, voilà, une beaucoup plus grande amplitude, et puis en même temps cette vision dynamique. Donc aujourd'hui, être en couple, c'est un boulot encore plus difficile que par le passé. Il faut en avoir conscience. Et en même temps, c'est sans doute beaucoup plus passionnant que par le passé. C'est ça qui est extraordinaire. Donc je n'ai aucune espèce, enfin comme toi, comme nous tous ici, on est sur l'avenir, on n'a aucune nostalgie à l'égard du passé, mais il faut avoir conscience de ces difficultés et de ces défis. Être libre, c'est potentiellement être seul. Voilà. Et ça, c'est la tragédie du monde moderne. Et c'est vrai que, personnellement, quand je vois ce que j'appelle le néo-féminisme, et qu'on peut définir assez rigoureusement, j'y vois à la fois peut-être la cause et le symptôme d'une tragédie, au fond. C'est le fait que les rapports homme-femme, homme-homme, femme-femme, sont désormais conçus à partir du registre du conflit. Pas de l'amour, du conflit. On cherche de la conflictualité partout. On essaye de la débusquer, on essaye d'identifier les signes de la domination, en général quand même de l'homme sur la femme, partout, même y compris dans les toilettes publiques. Au théâtre, vous avez tous vu cette file d'attente extraordinaire devant les toilettes à l'entracte pour les femmes, et une certaine fluidité chez les hommes. Eh bien, les femmes disent c'est pas juste, signe de la domination. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tout un travail sur la modification des toilettes et le fait qu'il faut supprimer les pissotières. Voilà. Au nom de la justice entre les sexes. Voilà. Au Danemark, dans les pays nordiques progressistes et civilisés, c'est des réflexions de ce type. Donc, vous voyez, c'est l'idée qu'il y a de la conflictualité partout. À partir de là, il n'y a plus de lien possible. Il n'y a plus d'amour possible. Et donc, c'est vrai que par rapport à cette conflictualisation des relations humaines, je pense qu'il y a vraiment un discours pour l'avenir sur lequel il faut plaider, même farouchement, en disant non. D'abord, il y a des conflits, c'est pas grave. Il y en a un certain nombre qu'il faut accepter. Dans un couple, il y a des conflits. Voilà. Et c'est un couple, sa vie, sa mort. Sa vie, sa mort. Voilà. Sa vie, sa mort. Si c'est pas ça, ça n'a aucun intérêt. Donc, sa vie, sa mort, il y a des conflits. La conflictualité, ça fait partie de la vie. Il y a des conflits qui sont inacceptables, en effet, et à l'égard desquels il faut lutter. Il y a des dominations qui sont inacceptables. Il y a du harcèlement qui est inacceptable. Il y a des situations de domination qui sont inacceptables. Mais de là à vouloir qu'il n'y ait plus aucun conflit, nous allons arriver à un monde juste fou. Voilà. Et impossible à vivre. Donc ces deux dimensions, extension des identités et dynamique du couple, sont vraiment des éléments qu'il faut intégrer. Merci Pierre-Henri. Alors il nous reste une dizaine de minutes. Tu veux peut-être réagir Virginie, mais on va commencer à faire circuler le micro. Il nous reste une dizaine de minutes pour les échanges avec le public, les échanges, les questions, les retours d'expérience. Et voilà, évidemment, il y a plein de mains qui se lèvent.
Je vous demande de garder votre masque, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Une double question. Ne pensez-vous pas qu'en réalité, toute cette conflictualité résulte de l'égoïsme et de la recherche du plaisir, de l'hédonisme individuel, alors qu'en réalité, la solution de l'amour, c'est dans l'agapé, mais moi, l'agapé, je définirais plutôt comme l'oubli de soi. Et la deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas qu'en réalité, et je dis ça alors que le rapport sexuel est la consécration de l'amour humain, est-ce que le sexe, finalement, n'est pas le premier ennemi de l'amour ? Le premier ennemi de l'amour. Alors, Virginie, déjà comment ? Vas-y. Alors, je vais revenir à mes premières amours avec votre question. Je vais vous parler de la Rome antique. À Rome, l'amour ne fait pas partie du mariage, l'amour romantique, l'amour avec les papillons dans le ventre. L'amour se construit sur un sentiment qui s'appelle la concordia. C'est même un concept, la concordia, et c'est même une divinité. La concordia, c'est un ensemble de sentiments qui relient le couple. C'est un mélange d'estime, d'affection, de soutien qui lie l'époux et l'épouse. Et en fait, la concordia, c'est finalement l'amour long-termiste. C'est l'amour qui fait tenir un couple très longtemps. Et dans cette relation de concordia, il n'y a pas la passion, parce que c'est la passion qui est destructrice. Donc je pense que finalement, les Romains, pragmatiques et aimant l'ordre comme ils l'étaient, ont finalement réussi à mettre en place quelque chose qui ressemblait davantage au bel amour du couple qui se maintient jusqu'à la fin des temps, quasiment. Et est-ce que le sexe est l'ennemi du couple ? Scientifiquement, absolument pas, puisque je vous l'ai dit que l'orgasme est un producteur d'ocytocine, et l'ocytocine vous attache à votre partenaire. On peut aussi avoir beaucoup d'ocytocine en se bornant, en se faisant des câlins, des petites papouilles, et en abolissant le sexe. Après, cette vision qui se mettrait à distance de la sexualité pour préserver l'amour me semble très teintée de judéo-christianisme, et même plus de christianisme, qui a en horreur la sexualité. Et la seule chose finalement qu'ont apporté les chrétiens à Rome en la faisant devenir chrétienne, c'est la honte de la sexualité pour les hommes et pour les femmes, alors qu'avant ça ne concernait que les femmes mariées. Donc je pense que cette conception qui serait très platonique de l'amour, en réalité, n'est pas du tout en accord avec nos aspirations, nos pulsions. Nous sommes des êtres humains, nous sommes vivants. L'amour nous rend vivants, on en parlait tout à l'heure en coulisses. Dans les EHPAD, il y a une volonté de jouir encore. Dans les sanatoriums où on recevait des gens qui avaient la tuberculose au milieu du XXe siècle, au début du XXe, il y a énormément de rapports sexuels. Même Madame Claude, donc Madame Claude, la célèbre proxénète des années 60 à Paris, a fait un séjour en sanatorium après la Première Guerre mondiale, et elle disait c'était un bésodrome. Même ma vie de tenancière, enfin de mère Macrel, je n'ai jamais vu ça. Donc, la proximité de la mort emmène aussi la nécessité de jouir d'être avec l'autre, d'être dans un amour qui est peut-être plus de l'éros pour le coup, du désir, mais je pense qu'opposer l'un et l'autre serait une erreur fondamentale et ne ferait pas grandir l'amour, au contraire, le rendrait peut-être très triste et très terne. Pierre-Henri, tu veux ajouter quelque chose ? Je pense que dans ce que vous dites, il y a effectivement l'idée que c'est le narcissisme, enfin je prolonge, hein, c'est pas du tout un désaccord, mais je prolonge cette réflexion, c'est qu'il y a une sorte de narcissisme qui empêche d'être avec l'autre, au fond. Je pense qu'il y a même quelque chose avant ce narcissisme, qui est en fait plutôt le reflet. C'est une crainte, une crainte absolue, une peur d'une relation ratée. Et il me semble que cette peur est en train de tétaniser beaucoup de nos jeunes, beaucoup parfois de nos grands aussi, qui ont justement une vision tellement idéalisée de l'amour que la concrétisation devient incertaine. Donc je verrais ça plutôt moins sur l'affirmation narcissique de soi que sur l'espèce de terreur de rater sa vie, ce qui me prouve d'ailleurs paradoxalement que l'amour devient la valeur suprême, la sacralité suprême. C'est ce pourquoi on peut sacrifier sa vie. D'ailleurs, on la sacrifie effectivement puisque on rencontre personne. Et je vois dans le néo-féminisme, pas dans le féminisme égalitaire républicain qui me paraît tout à fait non seulement légitime, mais en plus devoir être défendu, mais le néo-féminisme, c'est-à-dire ceux qui disent que entre les hommes et les femmes, ce sont deux espèces
complètement différentes. Donc les hommes sont violeurs, prédateurs, productivistes, ils polluent tout. Les femmes sont dans le care, les femmes sont écologistes, l'écoféminisme, parce qu'elles sont plus proches de la nature, parce qu'elles enfantent. Voilà, donc ça c'est le néo-féminisme identitaire. Et puis un deuxième néo-féminisme qui est le néo-féministe queer qui consiste, les sexes, ça n'existe pas. Voilà, c'est des constructions sociales, donc il faut déconstruire les stéréotypes dès l'enfance, il faut des cours dégenrés, des cours de récréation dégenrés, il faut tout casser ça, déconstruire tout. Alors je rappelle que pour se déconstruire quelque chose, il faut d'abord l'avoir construit, mais donc il faut tout déconstruire. Et donc ça, c'est envisager effectivement la disparition. Et je vois dans ces deux néo-féminismes, qui sont des faits, donc il faut bien les comprendre, c'est pas des choses qui sont absurdes, la crainte, même l'angoisse, même la terreur de ne pas pouvoir être en lien avec les autres humains. Et j'y vois davantage d'ailleurs moins la cause que le symptôme de cette terreur. Je pense que le vrai problème de nos sociétés, c'est peut-être la chose la plus profonde, c'est vraiment la hantise de la solitude. Nous sommes des sociétés d'individus. Effectivement, l'individu, c'est tisser des liens, c'est qu'on ne peut être un individu qu'avec les autres, c'est ce que je disais au début, mais en même temps, si ça marche pas, eh bien on est tout seul. Voilà, tout seul. Et donc cette hantise de la solitude tend les relations au risque d'ailleurs de les dissoudre, comme un enfant qui casse son jouet parce qu'il sait qu'il ne va plus pouvoir jouer ou il pense qu'il ne va plus pouvoir jouer avec. Donc il y a une dimension malgré tout sur laquelle il faut être, je crois, extrêmement vigilant. Je suis très optimiste sur justement cette valeur de l'amour et en même temps toujours avoir conscience que c'est quelque chose d'ultra fragile qui ne dépend que de nous. Donc on peut la casser ou on peut la construire. On peut la cultiver ou on peut l'oublier. Et c'est ça le grand défi. Une autre question. Oui, tout d'abord, je voudrais vous dire bravo d'avoir fait une conférence sur l'amour, parce que je me demande d'ailleurs comment la conférence sur l'amour peut résister à 3 conférences sur la santé. Alors qu'on a au 13h et aux 20h en permanence de la santé. Bon, ce n'était pas l'objet de ma question, bien que... est-ce que les médias ne tuent pas l'image de l'amour? Parce que entre les journaux télévisés qui ne parlent que des conflits de l'amour et les téléfilms de l'après-midi qui sont plutôt dans une version édulcorée, mais est-ce que les médias ne donnent pas une mauvaise image de l'amour? Vas-y Virginie, puisque notamment, tu es très présente sur ce sujet-là dans les médias, donc c'est intéressant. Effectivement, la question est très intéressante et à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler dans les médias, ce qui arrive relativement souvent, j'essaie de dédramatiser parce que vous avez raison, on ne présente plus l'amour que par le prisme du conflit, de la domination, de l'amour comme étant un lieu, du couple hétérosexuel comme étant un lieu dangereux. Quand on a une Alice Coffin qui dit qu'elle est heureuse d'être homosexuelle, non pas parce qu'elle aime les femmes, mais parce que comme ça elle ne mourra pas sous les coups de son conjoint, je suis quand même un petit peu dubitative. Donc il y a tout un courant de néo-féministes radicales qui ont une parole extrêmement anxiogène sur le couple, une parole qui impacte beaucoup les très jeunes gens et les très jeunes filles sur les réseaux sociaux notamment, qui se mettent à considérer l'amour comme quelque chose de dangereux. Tout est viol, tout est violence. Et on n'aide pas nos jeunes à se construire dans ce climat-là. Ce qu'il faut, et j'en ai parlé avec plusieurs psychologues, quand on parle d'amour et de sexualité, c'est transmettre de la joie. En réalité, si on arrive à transmettre à nos enfants le fait que si on respecte soi-même, on respecte également les autres, et que de fait, ça peut bien se passer, et même il y a de fortes chances que ça passe bien, eh bien, on aura une génération qui sera beaucoup plus calme vis-à-vis de ça. Après, pour rebondir aussi sur la liberté, il faut savoir que la liberté a un prix qui est cher, et souvent c'est celui de la solitude. Donc il faut aussi pouvoir faire des choix éclairés sur les modes de vie que l'on veut mener. Peut-être qu'à un moment de son existence, on peut choisir d'avoir plusieurs partenaires, d'avoir des moments de grande liberté, de consommer les autres, et puis à un moment, on a besoin de davantage se poser, sécuriser sa vie, avoir quelque chose de plus doux. Voilà, mais ça, on n'en parle plus. Les médias ne donnent plus la parole que à des victimes, et quelque part tant mieux, parce qu'il fallait aussi libérer la parole, sortir de la honte de
de la victime. C'était un changement vraiment fondamental dont notre société avait besoin, et ce changement est en cours, c'est bien, mais on ne met plus en avant les belles histoires, ou alors, comme vous l'avez dit, via les téléfilms qui ont encore une vision très surannée, doucereuse, d'un amour, du moment où on tombe amoureux, mais qui vous raconte pas la suite. Or, être amoureux, c'est aussi apprendre à gérer les conflits du quotidien, c'est apprendre à vivre ensemble, c'est apprendre à laisser de la place dans sa vie à l'autre. Malheureusement, on ne parle plus de ça. Très bien, merci beaucoup.